Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Les champs d'expertise de notre chroniqueur Frédéric Bérard sont variés. Il est avocat, docteur en droit, politicologue, chroniqueur. Bonjour Frédéric Bérard. Bonjour, Julie Bergeron. On a fait un bilan de 2022 lors de ta dernière intervention avec mon collègue Frédéric Tremblay. Maintenant, moi, je vais débuter là, de façon positive, je l'espère, ou en tout cas au moins avec des vœux pieux. Quels sont les vœux de Frédéric Bérard pour 2023? Non, je comprends, Frédéric regarde vers l'arrière, mais toi, tu regardes vers l'avant. C'est ça. Ben, tu as tout compris. Okay, bon, très bien. Ben, écoute, j'ai essayé de résumer ce que je nous souhaiterais collectivement au Québec en quelques petits points. Évidemment, il pourrait y en avoir d'autres, mais un des points principaux devrait être, à mon sens, celui-là, une plus grande compassion, un plus grand intérêt face à la situation de nos aînés au Québec. Je sais que ça peut sonner un peu cliché, mais on se souvient, hein, le cataclysme, Julie, lors de la pandémie, dans les CHSLD notamment. Est-ce qu'on s'en rappelle encore aujourd'hui des conditions dans lesquelles vivaient et vivent encore en partie certains aînés, plusieurs aînés au Québec? Est-ce que notre ministère des aînés est un vrai ministère? Je n'en suis pas certain, un ministère qui est sans portefeuille. Est-ce qu'on peut reconsidérer notre relation avec les personnes âgées dans plusieurs cultures à travers le monde, notamment la culture asiatique ou la culture en Afrique? Si vous allez leur expliquer le concept des CHSLD, ils vont vous regarder comme si vous étiez une anguille frite. Là. Ils ne comprennent pas qu'on puisse laisser nos aînés dans des institutions du genre. Donc, tout ça pour dire que peut-être qu'on pourrait reconsidérer ces questions. Un autre vœu pour nous tous, c'est à mon sens, d'accorder une plus grande importance, un plus grand respect à nos infirmières, à nos préposés aux bénéficiaires aussi, qui au final jouent un rôle marquant. Est-ce qu'on les respecte suffisamment? Est-ce qu'on leur donne, je dirais, la considération qu'ils méritent? J'en doute. Tes deux premiers vœux, en fait, Frédéric, ça nous montre qu'on a la mémoire courte parce que ce sont des gens dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années. Ben oui, absolument. Puis encore aujourd'hui, quand on discute des conditions de travail des infirmières, vous avez la proposition qui leur a été faite par le gouvernement Legault. On parle d'augmentation qui ne reflète même pas l'inflation. Est-ce que on peut encore penser obliger des heures supplémentaires chez ces mêmes infirmières encore aujourd'hui, en 2023? C'est quand même assez incroyable. En nos termes, on les considérait comme des anges gardiens. Est-ce que celles-ci ont obtenu la part de mérite qui leur revient depuis? Franchement, j'en suis pas certain. Et quand je parle d'infirmières, j'inclus aussi les préposés aux bénéficiaires qui ont joué un rôle absolument fantastique dans le bon sens du terme pendant la pandémie, mais ils méritent encore, à mon sens, davantage de respect. OK. On a beaucoup parlé donc de santé, compassion envers les aînés. Est-ce que le domaine de l'éducation te préoccupe également? Tu lis dans mes pensées, c'était c'était le prochain point. Est-ce qu'on parle suffisamment d'éducation au Québec? Franchement, je suis pas sûr. Et là, je veux pas être rabat-joie, mais quand on sait qu'il y a pratiquement 50% d'analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire pas quelqu'un qui est incapable d'écrire son nom, mais quelqu'un qui est incapable de lire un texte moyennement complexe, je pense qu'on peut considérer que le réseau de l'éducation est un échec relatif. Est-ce qu'on peut considérer davantage, encore une fois, nos enseignantes, nos enseignants, est-ce qu'on peut leur donner des manières de réussir? Est-ce qu'on en parle suffisamment de tout ça? Est-ce qu'on ne serait pas le temps de lancer, Julie, un grand chantier sérieux sur l'éducation, comme ça a déjà été fait il y a de ça bien longtemps? On se souvient du rapport Parent dans les années 60. Est-ce qu'on n'est pas dû 50 ans plus tard pour un autre rapport du genre? Et là, je parle pas de trucs bureaucratiques, de technocrates, mais de reconsidérer notre philosophie de l'enseignement. Est-ce qu'on peut, à ce niveau-là, par exemple, valoriser davantage le théâtre, la musique, le cinéma? Est-ce qu'on peut intéresser davantage les jeunes à notre langue française, à notre culture québécoise, en passant par notre réseau d'éducation? Est-ce qu'on peut améliorer l'écriture, la rédaction, la conceptualisation, les connaissances générales en passant par les arts? Moi, je pense que oui. Et ça m'amène au volet suivant. Est-ce qu'il n'est pas le temps de
de donner une plus grande place à nos jeunes, la génération qui pousse. Moi, j'ai une fille de 21 ans, je sais que tu as des enfants aussi. Ces jeunes-là ont soif d'apprendre, oui, mais ont soif, je pense aussi, de prendre une place qui leur revient avec de nouvelles idées, avec de nouveaux paradigmes. Parce que si on se regarde dans le miroir et on est sérieux 2 minutes, ma génération, moi j'ai 45 ans, on peut pas dire qu'on a fait des miracles, là, notamment en matière de réchauffement climatique. Je pense que ces jeunes-là ont une voix à porter qui nous serait, à mon sens, drôlement lénifiante, c'est-à-dire rassurante, mais on devrait leur donner le micro davantage pour que ceci puisse arriver. Et je ne sais pas si c'est le cas également pour les jeunes qui t'entourent, mais moi, j'ai l'impression, avec ceux qui m'entourent, qu'ils sentent que la société leur ressemble de moins en moins et qu'on s'en va pas nécessairement dans la direction qu'eux voudraient aller. Oui, puis c'est une excellente chose. Moi, j'enseigne à l'Université de Montréal, à la faculté de droit, donc je côtoie ces jeunes-là, je veux dire, plusieurs mois par année. J'ai quelques centaines d'étudiants. Et ce que tu viens de dire là, je l'entends aussi de leur part. Et je suis content quand ils me disent la société ne nous ressemble pas, c'est tant mieux, parce que c'est à ça que sert une jeunesse, à bousculer les idées reçues, à bousculer la culture, à bousculer les paradigmes, à bousculer la manière dont on conçoit la vie au final. Et ici, il y aura un enjeu drôlement majeur que nous n'avons pas vécu à l'époque, qui est celui du réchauffement climatique, qui se fait déjà sentir. Donc, est-ce qu'on a besoin de ces jeunes-là pour bousculer ces mêmes habitudes? Moi, je pense que oui, mais pour ça, il faut faire un petit effort, c'est-à-dire les gens de notre génération, c'est-à-dire leur tendre le micro, puis allez-y, on vous écoute, et les encourager, évidemment, à s'engager plus formellement, peu importe la manière, que ce soit politiquement ou autre. Mais est-ce qu'on a le temps de réaliser ces belles grandes choses-là alors qu'il y a plein de feux à éteindre en ce moment? Tu as parlé tout à l'heure des infirmières qui font du temps supplémentaire. S'il y a eu une petite crise là, à l'urgence de l'hôpital de Chicoutimi cette nuit, on en a parlé avec la présidente de la Fédération des professionnels en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean tout à l'heure. Là, elles ont fait un set-in, là, un bed-in, là, parce que ça a été vraiment difficile cette nuit à l'urgence. Il y a plein de feux à éteindre. Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on doit prendre le temps, justement, de penser à ces belles grandes idées-là, la compassion aux aînés, refaire notre système d'éducation, tout ça? Moi, je pense que ton interrogation, ta question est ultra pertinente et je pèse mes mots parce que c'est en plein ça. Tu as mis le doigt dessus. On gère le Québec comme si on gérait un dépanneur du coin de la rue, c'est-à-dire, OK, vous avez besoin d'un paquet de gomme, voici le paquet de gomme, besoin d'un journal, voici le journal. Et c'est exactement ce que j'essaie de dire ce matin. Au-delà de la logistique, au-delà du quotidien, au-delà du dernière minute, est-ce qu'on peut réfléchir philosophiquement, sans que ce soit pompeux, sans que ce soit prétentieux, à c'est quoi notre Québec? Comment on le veut, ce Québec-là? Qu'est-ce qu'on souhaite? Puis le gouvernement Legault, franchement, puis là, c'est moi qui parle, je suis seulement chroniqueur, mais est-ce qu'il nous aide là-dessus? Je suis pas sûr. Vous avez besoin d'argent, mais je vais vous envoyer un chèque si vous votez pour moi. Je veux dire, c'est pas, philosophiquement parlant, c'est nul tout ça. On a besoin, et je pense qu'on est capable de le faire au Québec, on a besoin de s'asseoir, de réfléchir, de prendre le temps. Et oui, je pense qu'on est capable de régler certains feux en même temps, mais pour éviter peut-être d'autres feux, encore faut-il réfléchir à ce qu'on souhaite comme société. Parce que bien franchement, je pense qu'en 2023, tu regardes tous les chiffres de l'ONU, les rapports du GIEC avec le réchauffement climatique, avec la montée d'extrême droite un peu partout, je pense que c'est notre devoir de considérer ce qui s'en vient parce que 2023 sera un moment charnière, en fait, dans l'histoire de l'humanité, fort probablement. 2023, donc, pour Frédéric Bérard, c'est beaucoup de tâches pour le chapitre provincial de nos gouvernements. Au fédéral, est-ce qu'on devrait davantage se préoccuper par exemple, de l'environnement? Tu en as glissé quelques mots, mais aussi peut-être de l'immigration? Moi, évidemment, ce que j'ai dit, je visais notre Québec, mais le fédéral a un impact au Québec, là, qu'on soit souverainiste ou non. La réalité, c'est qu'il est ici, au moment où on se parle. Et oui, le fédéral, sérieusement, a un effort marqué à faire en matière environnementale parce que, bien franchement, ça fait pitié, pour pas dire ça fait dur. Le Canada ne respectera pas du tout les objectifs de l'accord de Paris de 2015.
Le Canada, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on l'entend souvent, est un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Si tous les Canadiens, si tous les gens à travers la planète consommaient comme les Canadiens, ça prendrait 4,4 planètes, Julie, pour qu'on puisse y arriver, imagine. Donc, tout ça pour dire que oui, le fédéral a un rôle à jouer et là, il serait temps qu'on cesse des images, puis le flafla, puis des selfies, puis qu'on s'en occupe sérieusement. Et en rapport à la question d'immigration, c'est drôle parce que moi, je considère que ces deux enjeux-là sont particulièrement reliés parce que, encore selon les chiffres du GIEC, d'ici 2050, Julie, donc pas en 2050, mais d'ici 2050, donc c'est déjà débuté, il y aura au bas mot, ça c'est le minimum, 220 millions de réfugiés climatiques. 220 millions, ça c'est 6-7 fois le Canada en entier qui va se chercher une terre d'asile. Et ça se peut que ce soit nous, au final, aussi, qui aient à se chercher un refuge. Donc, toutes ces considérations-là étant interreliées, je pense qu'on n'a pas le choix. On doit s'attaquer à la tête du problème, cesser peut-être un peu d'avoir le nez collé sur la vitre et de gérer la logistique au quotidien et s'imaginer peut-être des enjeux qui outrepassent, qui transcendent en quelque sorte les questions quotidiennes. Frédéric Bérard, je t'ai bien écouté là, au cours des 10 dernières minutes. Là, ce que je retiens, il ne faut pas juste éteindre les feux, il faut intervenir en aval, pas seulement en amont. Il vaut mieux prévenir que guérir. Peut-être avoir un peu plus d'humanité également. Est-ce que c'est bien résumé? Le dernier volet, ça aurait été ma conclusion, mais tu l'as fait pour moi, puis je te remercie. Tout ceci, toutes ces considérations-là que j'ai soulevées, ont un dénominateur commun. C'est un plus grand humanisme, une plus grande humanité, une plus grande compassion, puis un plus grand respect les uns pour les autres aussi. Beaucoup de matière à réflexion. Merci beaucoup, Frédéric Bérard. Merci à toi, Julie. Bien apprécié. Alors, c'était Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit, politicologue et surtout chroniqueur à C'est jamais pareil.